Vous savez que c'est le 100e anniversaire de ce qu'on appelait avant l'hôpital Laval, qui est maintenant l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, et qu'en marge de ces festivités autour du 100e anniversaire, on présente ce soir une conférence. C'est la Société d'histoire de Sainte-Foy qui invite les docteurs Jean Bussière et je vais le retrouver, Philippe Boulet, qui se sont intéressés à l'histoire de l'Institut où il travaille. Monsieur Boulet, lui, est pneumologue, et mon invité, Jean Bussière, professeur titulaire de la clinique à la Faculté de médecine de l'Université Laval, anesthésiologiste. Bonjour. Bon matin. Bonjour. D'abord, pourquoi on est rendu à vous appeler anestésiologiste? C'est ça, c'est pour rendre la vie dure aux animateurs du matin. Peut-être. Peut-être. C'est parce qu'avant, on était plus de descendance française, Okay. où les anesthésistes, là-bas, s'appellent anesthésistes réanimateurs. OK. Quand j'ai commencé ma carrière, on s'appelait anesthésiste Vous avez réanimateur. changé de métier. Pas nécessairement, OK. mais on a englobé d'autres choses. Par la suite, on a traité la douleur, Oui. donc des algologistes. On Ça voit. faisait des noms longs, là, anesthésiste, réanimateur, algologiste, et par la suite, périopératoire. Fait que, finalement, on a pris un terme qui pouvait tout unir. Et ça regroupe tout ça. C'est ça. Donc, vous êtes devenu anesthésiologiste. C'est bien ça. Et vous êtes intéressé à l'histoire de l'hôpital Laval. En 1918, j'imagine Sainte-Foy, une bourgade déserte ou à peu près. Comment se fait-il qu'on a construit un hôpital ou qu'on a commencé à offrir des soins de santé dans ce coin-là de la grande région de Québec? Ben, c'était voulu. C'est parce que ce qu'on voulait traiter avec l'hôpital Laval, on voulait devenir un sanatorium. C'était un sanatorium qu'on construisait pour traiter de la tuberculose. La tuberculose atteignait les populations indigentes ici à Québec, dans Saint-Roch, Saint-Sauveur, peut-être même ici dans Saint-Jean-Baptiste. Et le docteur Rousseau, qui a fondé l'hôpital, cherchait un terrain en campagne. Ça prend de l'air pur, ça Oui. prend du vent, ça prend l'air pur. Donc, C'est comme ça qu'on soignait la tuberculose. à l'extérieur, sur des galeries, des patients faisaient des cures à la longueur de journée, en plus d'avoir des thérapies physiques à l'intérieur. Mais du moment qu'ils étaient libres, ils allaient se reposer sur les galeries à l'extérieur, au grand vent. Et c'était, semble-t-il, le bon traitement pour la tuberculose. Et c'est pourquoi ce terrain-là a été choisi. À Sainte-Foy, c'était rural, il n'y avait presque pas d'habitation. C'était sur le plateau de Sainte-Foy, très élevé. Et c'était la place idéale pour construire un sanatorium. On a fait ça pendant plusieurs années. Il y a eu une transition à un moment donné vers sanatorium à hôpital, soins plus diversifiés, j'ai envie de Oui, c'est dire, parce ouais. que quand, en 1918, quand l'hôpital a ouvert, on traitait la tuberculose qui tuait énormément de monde de la population. Une personne sur 500 mourait ici à Québec de la tuberculose. Ouais. Au cours des traitements, on a amélioré l'évolution de ces patients-là, mais c'est l'arrivée des antibiotiques vers les années 50 qui a fait qu'on a contrôlé la tuberculose et on n'avait plus besoin de ces grands sanatoriums qui étaient en place. Donc, on a décidé, tuberculose, ça se passe au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique. Il y a un médecin qui était visionnaire à ce moment-là, le docteur Alphonse L'Espérance, qui a décidé de transformer le sanatorium en hôpital général, mais en gardant des vocations qu'on a encore aujourd'hui, de cardiologie et de pneumologie. Pneumologie initiale, parce que ça allait de pair avec la tuberculose dans les poumons, et on a découvert le cœur entre les deux poumons. Ouais. C'est nos pneumologues qui sourient de nos amis cardiologues. Ben oui. Et donc, ces deux spécialités-là se sont progressivement hypertrophiées au cours des années. Et vers 1980, c'est joint notre troisième grande surspécialité, qui est la bariatrie. Pourquoi la bariatrie? C'est parce que les cardiologues avaient des patients qui étaient tellement obèses qu'ils n'étaient plus capables de respirer, ce qui était bien connu. Donc, en les faisant maigrir, peut-être qu'on pourrait améliorer leur sort. Donc, un de nos chirurgiens, Dr Picard-Marceau, s'est intéressé à ce traitement de l'obésité. Ouais. Et a opéré des patients. Il y avait le même problème du côté de la cardiologie, des patients qui étaient hyperlipémiques, du gras dans beaucoup de gras. Donc, on va les opérer, les faire maigrir, on va peut-être régler leurs problèmes. Avant que nous ayons un système de santé public, c'était les communautés religieuses qui s'occupaient des soins de santé. Est-ce que c'était comme ça aussi à l'hôpital Laval? Oui. Quand l'hôpital Laval est né, parce que l'hôpital n'était pas encore construit à Sainte-Foy, ici, tout près, sur la rue de la Prairie, en bas de la côte de la Potasse, et de la côte du Palais, sur la rue de la Prairie, ils avaient un hôpital temporaire pendant 3 ans. Et c'est les Sœurs de la Charité qui avaient pris l'entente. Le Dr Rousseau avait négocié avec les Sœurs de la Charité que c'était elles qui allaient s'occuper. Chaque congrégation s'occupait d'un hôpital ici un peu à Québec. Ouais. Donc, c'était les Sœurs de la Charité. Et ils ont continué leur vocation chez nous à l'hôpital Laval pendant des années et des années, jusqu'à la fin des années 90, où là, les années 75, elles ont cédé au gouvernement, l'établissement, et à la fin des années 90, elles ont cédé le collège Marguerite-Diouville, qui est juste derrière l'hôpital. Oui.
Et c'est devenu maintenant un grand pavillon de l'hôpital. Qui fait partie maintenant de l'établissement. Là, vous m'avez bien dit, parler de ce médecin visionnaire qui a fait de cette institution un endroit spécialisé maintenant en problèmes pulmonaires, cardiologiques puis bariatriques qui s'est ajouté. Là. Comment on développe cette expertise-là pour en faire le centre qui est devenu l'hôpital Laval et l'Institut de cardiologie et de pneumologie maintenant, qui est reconnu partout au Québec, au fond, puis qui, dans l'Est du Québec, couvre l'ensemble des services qui sont offerts, mais les médecins qui y sont rattachés ont suivi des formations spécialisées un peu partout aussi. Comment on en arrive à créer un endroit aussi reconnu et spécialisé? Ben, ça prend des leaders. Le docteur L'Espérance en était un pour la cardio et la pneumo, mais chacun du côté de la cardiologie, du côté de la pneumologie, on a eu des personnages importants qui ont entraîné les médecins qui les suivaient à aller s'entraîner à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, dans les meilleurs centres, revenir ici à Québec et développer leur expertise. Mais ça prend également, on est chanceux à l'Institut, on a une fondation qui fonctionne de façon superbe, qui permet d'apporter beaucoup de fonds pour équiper l'hôpital, parce que quand une personne arrive de Mayo Clinic, un de mes collègues arrive de Mayo Clinic, aime ça avoir l'équipement à la plus haute pointe. Oui. Ben, avec la Fondation et avec le gouvernement associés ensemble, on réussit à obtenir ces équipements-là. On a récemment agrandi l'hôpital avec des salles d'opération tout à fait à la haute technologie. Donc, on arrive à appliquer les techniques les plus récentes à jour qu'on apprend à l'étranger grâce à l'équipement qu'on réussit à avoir. Oui, ouais. Puis, je veux juste vous reprendre quand vous parliez tantôt pour le Québec, l'Institut a une renommée internationale. Oui. Je veux dire, on est reconnu chacun dans nos domaines, là, en cardiologie, en pneumologie, en bariatrie, et même nous, en anesthésiologie, parce qu'on travaille en cardiologie, on travaille en pneumo, on a chacun développé nos expertises et on est demandé partout dans le monde pour aller... Docteur Bussière, j'aimerais qu'on replonge dans l'histoire un petit peu. Je ne sais pas si dans votre livre ou dans la conférence de ce soir, vous parlez de la façon dont on pratiquait la médecine aussi dans ces années-là, parce que on apprend beaucoup, hein, c'est un centre universitaire, on développe, on va pour parfaire mais il y a des aberrations aujourd'hui, j'imagine, des façons de faire qui étaient à l'époque parfaites et à la fine pointe, qui ont disparu maintenant. Ça, c'est un aspect de l'histoire qui vous intéresse. Oh, oui, ça, c'est des choses. On a découvert toutes sortes de choses. On a mis moi, je me suis amusé à mettre des photos de salles d'opération, parce que c'est la place où je travaille principalement, où on voit dans les années 30 l'anesthésiste avec sa cravate, pas de masque, puis le chirurgien pas plus de masque dans les années 30. 10 ans plus tard, là, le chirurgien, on le voit apparaître avec son masque, mais l'anesthésiste porte toujours sa cravate. Fait que ça fait... C'est un peu particulier par rapport aux normes d'asepsie qu'on peut avoir aujourd'hui dans les salles d'opération. Mais également, il y a plein d'autres technologies qui ont évolué. Est-ce que, je sais pas, moi, les opérations à cœur ouvert, à un moment donné, sont apparues, là, je sais pas, les pontages, est-ce qu'il y a un moment clé, là, dans le développement là, je parle de la cardiologie, évidemment, là, mais où ces techniques-là, il y a eu des moments charnières plus révolutionnaires. On fait moins d'opérations à cœur ouvert maintenant, par exemple. Ça, c'est une technique qui s'est développée au fil du temps aussi. Oui, un petit peu, oui. Les grandes dates, c'est la fin des années 50 pour la chirurgie cardiaque. Ça a commencé autant dans les grands centres américains, puis rapidement, on a envoyé des individus s'entraîner dans les meilleurs centres et on a ramené cette technologie-là à Québec. La chirurgie d'appontage qu'on a bien, ça a commencé vers la fin des années 60, 70. C'est là qu'un de nos collègues, comme Lemieux, qui est revenu de son entraînement à New York et on a commencé à faire des pontages. Après ça, si on va un peu plus loin, les dilatations, ce que vous faisiez référence, ça va dans début des années 80. Des années 2000, on commence à penser, 2010, on commence à penser à mettre des valves percutanées, les fameuses valves aortiques transcutanées. C'est comme ça que ça évolue et ça n'arrête pas. Là. Et ça évolue encore, il y a encore place et ça va vite encore. C'est la technologie qui nous permet d'aller plus loin. Oui, on fait des choses. Là. Ça fait 35 ans que je fais de l'anesthésie à l'hôpital Laval. Puis ça se compare aucunement entre ce que je faisais il y a 35 ans et ce que je fais demain matin. Là. Donc, vous êtes intéressé à l'histoire à partir de 1918, mais vous-même avez vécu cette histoire et ces changements et cette progression-là. Et on a connu du monde qui était là dans les années 50 quand on a commencé. Les médecins de mon âge qui étaient en fin de carrière, ils étaient là au sanatorium. Ils ne s'imaginaient jamais que ça allait devenir un institut. On les a côtoyés pendant 5 à 10 ans. Ça fait qu'ils nous ont enrichi nos connaissances beaucoup. À quel endroit la conférence ce soir? C'est à l'hôpital...
À l'église Notre-Dame de Foix. À l'église Tout près Notre-Dame de de l'hôpital, Foix, là. 19h30, je pense. Oui, Voilà, oui, oui, oui. c'est ce soir, présenté par la Société d'histoire de Sainte-Foy. Vous pourrez entendre mon invité Jean Bussière, qui est anesthésiologiste à l'Institut universitaire de cardiologie et d'hypnologie de Québec, et le docteur Philippe Boulet, pneumologue lui aussi. Il y a même une exposition dans l'heure précédente que le monde, le monde vont pouvoir visiter, là, qui est en place depuis 2-3 semaines. Est-ce qu'il y a des vieux outils chirurgicaux? Non, un petit peu, mais c'est surtout les bâtiments. OK. C'est l'évolution des bâtiments. Merci, docteur Bussière. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.